Bonjour à tous. Au programme du jour, la fonction arc-cosinus. Contrairement à ce que certains pourraient croire, cette fonction ne se résume pas à la touche acos ou arcos de la calculette. Il est temps de comprendre ce qu'il y a derrière cette touche, et c'est pourquoi nous allons d'abord définir la fonction arc-cosinus, puis ensuite nous allons en donner quelques propriétés. Alors, si on remet les choses dans le contexte, on considère la fonction f égale à la fonction cosinus, et on va chercher à définir sa fonction réciproque. Donc pour mener cela à bien, il faut avoir pour prérequis à la fois la playlist trigonométrie, afin de bien connaître la fonction cosinus, aussi bien la courbe représentative de la fonction que la lecture sur le cercle trigo, etc. Ainsi que la vidéo fonction réciproque généralité, qui permet de définir les fonctions réciproques de façon générale. Donc si on s'appuie maintenant sur la courbe représentative de la fonction cosinus, donc on a cette sinusoïde que l'on connaît bien, donc a priori la fonction cosinus a un x réel associe un y réel, mais si on regarde bien dans cette représentation graphique là, on va voir qu'on va pouvoir faire mieux que y dans R. Mais de façon générale, quand on a notre fonction cosinus qui a ce x là associe ce y là, nous, ce que l'on veut faire, c'est définir la fonction réciproque f puissance moins 1 qui va associer au y de droite le x qu'on avait au départ dans ce schéma-là. Donc, comme j'avais commencé à le dire, si on veut faire f-1 de n'importe quel y réel, et qu'on retrouve le x qui va faire cosinus x égale ce y là, eh bien on va être coincé si on reste sur les réels. Parce qu'on voit qu'avec la fonction cosinus, eh bien cosinus x pour n'importe quel x réel est toujours un nombre qui est coincé entre moins 1 et 1, ici tracé en rouge. Et donc il vaut mieux travailler pour pouvoir définir la fonction réciproque du cosinus avec y dans l'intervalle fermé moins 1, 1. Et maintenant, pour un y dans cet intervalle-là, donc par exemple comme le y qui est ici, on va se demander, est-ce qu'il y a un x qui fait f de x, donc cosinus x, égale à ce y-là. Donc là, sur le dessin, on voit qu'il y en a un ici, mais on peut prolonger cette horizontale-là jusqu'à ici, et on va retrouver un autre x qui marche, et ainsi de suite, là, sur la sinusoïde qui va à l'infini. Et y compris aussi, si on va ici à gauche sur cette horizontale-là, on trouve un autre x possible, et puis si on continue, on aura encore un autre x possible. Et donc, a priori, on n'aura pas un seul x comme antécédent de ce y par la fonction cosinus. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo sur les fonctions réciproques, la généralité, eh bien, si on veut pouvoir définir la fonction réciproque f puissance moins 1, il faut qu'on ait unicité du x qu'on va prendre ici. Et si on travaille avec x dans R, eh bien on aura toujours une infinité de x possibles. Et donc dans cette vidéo, on avait aussi vu que pour que ça marche bien, en fait, il faut que la fonction f soit une fonction continue sur l'intervalle que l'on va choisir ici pour x, et aussi qu'elle soit strictement monotone sur cet intervalle. Donc là, on voit que le cosinus, là, il est d'abord décroissant, puis décroissant, etc. Et donc le choix qui a été fait, c'est de travailler sur l'intervalle 0π, donc on voit ici, là, où la fonction cosinus est strictement décroissante. Et donc, compte tenu de ce qui avait été raconté dans cette vidéo, là, sur les fonctions réciproques, eh bien là, en fait, la fonction f, donc la fonction cosinus, réalise une bijection de l'intervalle 0π dans l'intervalle moins 1, 1. Et c'est pour ça que ça permet de définir la fonction réciproque f puissance moins 1, qu'on va noter arc-cosinus, et qui va donc associer à y dans moins 1, 1, le seul x qui est dans 0π, qui vérifie y égale cosinus x. Donc, ou si on le voit là sur le dessin, un y ici dans moins 1, comme celui-ci, on va aller chercher l'unique antécédent x qui est entre 0 et π. Donc on va pas le chercher en dehors de cet intervalle-là. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut constater dans un premier temps que lorsqu'on va faire arc-cosinus d'un nombre y, et forcément le y il est dans moins 1. Et ça signifie que arc-cosinus de 1 tiers, c'est un nombre qui existe, parce que 1 tiers est entre moins 1 et 1.
En revanche, arc cosinus du nombre 3, c'est un nombre qui n'existe pas. Il n'est pas défini, puisque 3 n'est pas entre moins 1 et 1. Et par ailleurs, lorsqu'on va prendre y dans moins 1, 1, lorsqu'on va calculer arc cosinus de ce nombre y, eh bien on va obtenir un résultat qui est dans 0π. Autrement dit, arc cosinus de y est plus grand ou égal que 0 et inférieur ou égal à π. Donc ça, c'est déjà une première chose sur la fonction arc cosinus. Il ne faut pas tout mélanger, bien comprendre quel rôle jouent les deux intervalles, là, 0π et moins 1, 1. Donc si on veut pour arc cosinus, l'intervalle moins 1, 1, c'est l'intervalle de départ. Donc les valeurs que l'on va mettre dans le arc cosinus sont des valeurs prises dans moins 1, 1. Et par contre, c'est le résultat de arc cosinus d'un nombre qui est entre moins 1 et 1 qui va arriver dans l'intervalle 0π. Donc, comme on l'a résumé ici. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on peut à la fois visualiser la notion de la fonction arc cosinus en regardant sur la courbe, c'est-à-dire qu'un y dans moins 1 ici, on va chercher l'antécédent x ici, qui nous donne en fait la façon de lire arc cosinus, donc le x là c'est en fait arc cosinus de y. On peut aussi résumer ça avec ce schéma-là, mais on peut aussi lire l'information sur le cercle trigonométrique. Donc lorsqu'on a un x ici qui se balade sur le cercle, on a déjà vu que le cosinus de x, c'est l'abscisse de ce point-là qu'on a sur le cercle, et donc là où on lit le y ici égale cosinus x. Donc en fait, quand on va lire le arc cosinus d'un nombre, en fait on va lire arc cosinus de y, on aura y ici entre moins 1 et 1 sur l'axe des abscisses du cercle trigonométrique, et on va aller lire uniquement l'information en fait sur 0π, donc c'est-à-dire qu'on va forcément prendre que la moitié du cercle trigo, puisque 0π c'est la partie supérieure. Et donc quand on aura un nombre ici, on va aller chercher son arc cosinus sur le cercle, mais sur la partie supérieure du cercle. Donc par exemple pour 1/2, arc cosinus du nombre 1/2, c'est π sur 3. Donc il ne faut pas de toute façon aller chercher moins π sur 3 en dessous, parce qu'il n'est pas dans 0π. Et quand on va même chercher le point qui est là au-dessus, c'est π sur 3, et c'est sûrement pas π sur 3 plus 2π. Parce qu'en tant que nombre, π sur 3 plus 2π n'est pas dans l'intervalle 0π. Et donc compte tenu de ça, on voit qu'on peut très bien lire le arc cosinus sur le cercle trigonométrique. Alors, comme on disait, arc cos de 1/2, ça nous fait donc π sur 3, mais on peut prendre quelques autres valeurs. Arc cos de moins racine de 2 sur 2, ben moins racine de 2 sur 2 est là, son arc cosinus c'est 3π sur 4. Pour arc cos de 0, on lit ici 0 sur l'axe des abscisses, on regarde le point sur le cercle correspondant, et entre 0 et π, c'est π sur 2. Arc cos de 1, on lit ici arc cos de 1, c'est l'angle 0, donc arc cos de 1 égale 0, et arc cos de moins 1, c'est π. Donc voilà pour quelques valeurs remarquables, mais qu'on obtient directement par lecture sur le cercle. Alors, si maintenant on cherche à établir quelques propriétés de la fonction arc cosinus, on va commencer par celle-ci, alors que l'on peut lire aussi bien sur les trois schémas qui sont ici, donc la courbe, le petit schéma ici avec les flèches, ou le cercle trigo. Mais quand on va prendre un x dans 0π, donc par exemple ici sur ce schéma-là, quand x est dans 0π, on peut calculer le cosinus de x, donc c'est ce qu'on a écrit là, ça nous fait un nombre qui arrive dans moins 1, et donc on peut calculer son arc cosinus. Et ça va nous permettre de faire arc cos de cos x, et on retombe sur le x qu'on avait au départ. On peut aussi le voir ici, pour x, on calcule son cosinus, ça nous donne ce y là, on calcule l'arc cosinus de ce résultat-là, et on redescend au niveau de x qu'on avait au départ. Ou encore ici, x, son cosinus c'est le y qui est en dessous, et quand on lit le arc cosinus de ce cosinus x, on remonte et on retrouve le x. Et si on prend pour le point de départ y, donc par exemple ici y dans moins 1, 1, on peut calculer le arc cosinus de y d'abord, donc on fait arc cos de y, donc on arrive entre 0 et π, donc on peut calculer le cosinus de ce nombre-là, et on retombe sur le y de départ. Et donc ça nous fait deux propriétés déjà à connaître, et non seulement il faut connaître ces deux formules-là, mais il est important aussi de retenir les intervalles sur lesquels on a ces deux égalités. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'on peut faire
arc cosinus de cosinus 5π sur 2. Et si on se précipite, on pourrait croire que, parce qu'on a dit que arc cosinus de cosinus x ça faisait x, on pourrait croire qu'ici ça donne 5π sur 2. Et en fait pas du tout. Parce que quand on fait arc cos de cos 5π sur 2, il faut d'abord faire cosinus du nombre 5π sur 2. Mais 5π sur 2, sur le cercle, c'est en fait π sur 2 plus 2π. Donc π sur 2 plus 2π, ben on est exactement au même endroit que π sur 2. Et quand on calcule le cosinus 5π sur 2, on trouve 0. Donc ici, ça va faire arc cos du nombre 0. Et arc cos du nombre 0, eh ben on dit 0 ici, on va lire le seul nombre qui est entre 0 et π, et qui a pour cosinus 0, ben c'est π sur 2. Donc en fait, arc cos de cos 5π sur 2, ça fait pas 5π sur 2, mais ça fait π sur 2. Parce que π sur 2, enfin arc cos de 0 fait π sur 2, parce que π sur 2 est dans 0π. Et donc ça fait pas 5π sur 2, hein, attention, parce que notamment 5π sur 2, de toute façon, ça aurait pas pu donner 5π sur 2 à la fin, parce que c'était arc cosinus d'un certain nombre, et arc cosinus d'un certain nombre, il est forcément dans 0π. Ou si on préfère, en regardant cette propriété ici, arc cos de cos x égale x, ce n'est vrai que pour x appartenant à 0π. Et donc 5π sur 2, lui, il n'est pas dans 0π. Donc on ne peut pas remplacer le x ici par 5π sur 2. Alors maintenant qu'on a dit ça, on peut voir quelques propriétés de la fonction arc cosinus. Alors ici, on se rend compte qu'on sait calculer le cosinus du nombre arc cos de y, et quand on connaît le cosinus d'un nombre, on peut obtenir son sinus aussi. Donc là, c'est ce que traduit la propriété 1, c'est qu'on peut calculer le sinus de arc cos de y à partir de la valeur du cosinus, et donc on trouve racine de 1 moins y carré. Ensuite, propriété numéro 2, quand on prend y dans moins 1, le arc cosinus du nombre moins y, on peut montrer que ça fait pi moins arc cos du nombre y. Donc, autre type de propriété, c'est qu'on va pouvoir donner des informations sur la dérivée de la fonction arc cosinus. Donc on a vu dans la vidéo générale, là, sur les fonctions réciproques, qu'il y avait une formule pour la dérivée d'une fonction réciproque. Donc on peut appliquer cette formule-là, et en appliquant ce résultat-là, on peut montrer que la fonction arc cosinus, elle est dérivable sur l'intervalle moins 1, 1, ouvert en moins 1 et ouvert en 1, et la dérivée de la fonction arc cosinus sur moins 1, 1, donc calculée en un certain y dans cet intervalle, ça nous donne moins 1 sur racine de 1 moins y carré. Donc, en général, on a plutôt tendance à travailler avec la variable non pas y mais x, donc là évidemment c'est exactement la même information que la précédente avec un y, et à partir de cette dérivée là, on peut démontrer que lorsqu'au lieu d'avoir à dériver arc cosinus de x par rapport à x, mais qu'on a la dérivée de arc cosinus d'une fonction u de x, et bien la dérivée forcément ressemble à celle qu'on a au-dessus, et c'est moins u' de x divisé par racine de 1 moins le u de x uniquement au carré. Donc ça découle, pour ceux qui ont un petit souvenir de la dérivée des fonctions composées, de ce résultat sur les fonctions composées. Au pire, si vous l'avez oublié, c'est pas si important que ça, mais mine de rien, c'est de là que ça découle. Alors en résumé, il faut retenir que il y a la formule pour la dérivée de arc cos de x et la dérivée pour arc cos d'une fonction u de x. Et évidemment, si on connaît la deuxième, ici, on retrouve facilement la première en prenant simplement u de x égale x. Donc a priori, il n'y a que la deuxième à connaître et le reste va tomber tout seul. Alors maintenant, pour enchaîner sur les propriétés de la fonction arc cosinus, on va se concentrer sur la courbe représentative de la fonction arc cosinus. Donc, comme on a dit, la fonction cosinus, on travaille uniquement sur 0π pour définir la fonction arc cosinus. Donc du coup, on a ce morceau de courbe pour la fonction cosinus. Et lorsqu'on veut la fonction réciproque, donc la fonction arc cosinus, eh bien, comme on l'a déjà croisé à d'autres reprises, l'idée, ça va être d'échanger le rôle de x et de y, et en fait d'échanger le rôle des axes du repère. Et donc, pour réussir à faire cet échange,
en quelque sorte, il va falloir retourner sa feuille pour que l'axe des abscisses ici devienne l'axe des ordonnées et que l'axe des ordonnées devienne l'axe des abscisses. Donc quand on effectue cette petite manip, on obtient cette allure de courbe, et donc en fait, lorsqu'on va remettre tout ça sur un seul et même dessin, donc où on représente à la fois cosinus x et arc cosinus x, eh bien on va avoir cosinus x ici en noir qui est défini sur 0π, donc sauf que là c'est 3,14 pour pi. On fait donc la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, donc dans un repère orthonormal, et on obtient la courbe du arc-cosinus. Alors si on fait un zoom sur la fonction arc-cosinus, en fait la courbe est la suivante. On retrouve que arc-cosinus de 1 est égal à 0, ce qu'on lit ici. Arc-cosinus de 0 égale pi sur 2, et arc-cosinus de moins 1 est égal à pi. Il faut faire attention, donc on a une fonction qui est décroissante, on retrouve ça d'ailleurs parce que la dérivée est négative, elle est décroissante, c'est aussi parce que la fonction cosinus est décroissante sur 0π, et surtout, en fait, ici, aux deux points là, aux extrémités, il faut bien voir qu'on a des tangentes verticales, et ça c'est lié au fait que la dérivée de la fonction, calculée en x, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x carré, et quand x tend vers moins 1 ou quand x tend vers 1, l'expression ici tend vers l'infini. Et donc comme la dérivée donne la pente de la tangente, et ben quand x est proche de moins 1 ou de 1, en fait la pente tend vers l'infini, donc ce qui nous fait une tangente verticale. Donc quand on doit représenter à la main cette courbe-là, il faut essayer de placer d'une part les trois points qui sont celui-ci, celui-ci et celui-là, mettre les tangentes verticales et tracer une courbe qui va être décroissante comme ça. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir sur la fonction arc-cosinus, d'une part, c'est qu'elle est définie pour x dans moins 1, et que lorsque x est dans moins 1, le résultat, arcos du nombre x, va forcément être compris entre 0 et pi. Donc, en plus, c'est bien d'avoir l'allure de la courbe de la fonction arcos, et de retenir aussi les quelques propriétés qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire quand x est dans moins 1, cos du nombre arcos x, ça vaut x, sinus de arcos x, c'est racine de 1 moins x carré, arcos du nombre moins x, c'est pi moins arcos x, et enfin, pour tout x dans 0π, l'arcos du cos x, ça vaut x. Donc comme on a dit tout à l'heure, on a la dérivée si besoin, donc la dérivée de arcos x, qui se généralise à la dérivée d'une fonction arcos de u, donc avec cette formule-ci. Et évidemment, gardez en tête qu'il y a aussi la lecture du arc-cosinus sur le cercle trigo, c'est-à-dire que quand on a x entre moins 1 et 1 ici sur l'axe des abscisses du cercle trigo, eh bien on va lire arcos de x comme étant l'arc de cercle qui est ici, qui va donc de 0 ici jusqu'à arcos de x. Et donc c'est ce qui explique aussi la notation arc-cos, puisqu'il faut voir que c'est aussi un arc de cercle. Et voilà pour ce qui concerne la fonction arc-cosinus.